Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Salut Fred, salut Laurent. Salut Jérémy. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Un épisode mensuel exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. Dans cette émission, une fois par mois, nous allons à la rencontre d'un DA, d'une DA, d'un galeriste, d'un éditeur, éditrice ou d'un agent pour qu'il nous emmène dans les coulisses de son métier et pour vous permettre à vous, les contributeurs et contributrices de Sens Créatif, de leur poser toutes vos questions. Et sans plus attendre, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Fred Benaglia, auteur, illustrateur et directeur artistique chez Bayard Jeunesse depuis plus de 20 ans, il me semble. Ah, il les a passés là. Ouais, bonjour tout le monde. C'est ça, Fred. Ouais, c'est ça. 22 ans exactement. 22 ans. Et tu nous reçois chez Bayard même. Voilà, oui, j'ai trouvé un locaux. tout petit coin un peu paumé là pour pouvoir être tranquille. Trop bien. Bah, bienvenue sur le podcast, Fred. Très très content de papoter avec toi aujourd'hui. Surtout que j'avais déjà été en contact avec toi il y a quelques années. On avait failli faire quelque chose. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, c'est jamais perdu. Quelques années plus tard, te voilà avec nous aujourd'hui. Exactement. Merci en tout cas pour l'invite. Ben, merci à toi. On a une petite question, Fred, qui est un petit peu rituelle sur le podcast, qui est: qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ce qui me motive, alors il peut y avoir une version franche, une version pas franche. Non mais vas-y. Franche. La version franche, c'est que il faut croûter dans la vie, donc il faut se lever. Et puis en plus, je suis pas tellement attiré par rester au lit, donc ça me coûte pas des masses. J'aime bien être dans le jour et tout, donc ça se passe bien. Et puis après, plus professionnellement parlant, moi j'aime bien faire des images. Et puis dans côté DA, forcément, s'adresser aux enfants, faire des projets qui sont chouettes en magazine et en livre, et ça me motive quand même pas mal. Ouais. Et puis avec une responsabilité comme la tienne, tu peux pas te dire: oh non, pas aujourd'hui. On a besoin de toi. Difficilement, c'est vrai, quand même. ça donne un mauvais exemple quand même. Parce qu'à l'heure actuelle, quel poste tu occupes exactement chez Bayard? Alors, moi, je suis directeur artistique, donc là, et rédac chef adjoint. Alors, le poste exact aujourd'hui, c'est d'être un directeur artistique plutôt transversal sur Bayard Jeunesse. On a à Bayard créé il y a 15 ans une cellule qui est une cellule de création et de développement en fait, comme une mini agence à l'intérieur de Bayard, et qui a comme mission de développer les personnages, les héros, de créer des nouveaux projets presse, et puis dans mon cas, gérer un tout petit peu la partie com et stratégie un peu globale de Bayard Jeunesse, de la marque Bayard Jeunesse. Donc voilà, je mets un peu mon nez partout. Donc ça, c'est sympa. Et ça, c'est après quasiment 15 ans où j'étais en rédaction, et donc rédac chef adjoint et DA des magazines de lecture à Bayard. Donc des premiers Gemnir jusqu'à Jobooking. Donc des tout petits qui arrivent dans la lecture aux ados. Aux ados, ouais. Mais rassure-moi, tu dessines encore à côté, non? Oui, voilà. Non, alors 3 jours par semaine à Bayard et 2 jours dans mon atelier. Ah ouais, c'est bien délimité, c'est clair et net. Il faut que ce soit délimité parce que assez rapidement, là je le dis comme ça, mais c'est assez peu étanchéisé quand même. C'est-à-dire que je suis toujours branché quand même un peu sur Bayard, et puis mon mail fonctionne, et mes équipes de graphistes, je veux pas non plus les pénaliser et disparaître complètement le jour où je suis dans mon atelier, donc il faut bien faire avancer les dossiers. Ouais, donc t'as une porosité, quoi. Je jongle un tout petit peu quand même. T'as une porosité entre les deux activités. Ouais, mais nécessairement. Alors plus dans le sens où quand je suis à l'atelier chez moi pour mes projets, je suis un peu sollicité par Bayard. Bon voilà, mais tout ça reste quand même très très encadré malgré tout. T'arrives à débrancher? Enfin,
Ouais, Ça c'est doit non, mais être simple, hein. oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça, arriver à étanchéiser d'une certaine manière et à zapper de façon, voilà. Je pense que j'ai acquis ça depuis un moment. C'était pas toujours facile. Ça l'est pas toujours, hein, de temps en temps, on se pose des questions, on se dit, oh là là, mais il y a plein de choses que je pourrais faire en tant qu'auteur, illustrateur et que finalement je refuse de faire parce que j'ai pas le temps nécessaire. Après, j'ai des jours où, bah, on parlait de se lever le matin, mais je me lève le matin avec l'idée que je peux faire ça de façon assez aisée et facile. Et puis des moments où j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. S'ajoute à ça, mais ça vous connaissez tous, hein, bah, la vie de famille et puis la vie personnelle qui. T'as des enfants? Ouais, 3 enfants. Ouais. Ah ouais, 3 enfants. Ils ont quel Franchement, âge? et il a 23 ans, 14 et 9. Du Ah oui. coup, j'ai Ok, un beau ok. panel. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, 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 juste non, 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 exactement ça. Donc en fait, il y a aussi ce pan de la vie qu'il faut pas oublier, parce que souvent les artistes, enfin ou en tout cas les créatifs, enfin j'ai déjà parlé longuement avec plein de copains là-dessus, on met parfois ça un peu de côté. Or des fois on peut s'en mordre un peu les doigts à terme, de pas avoir profité de nos enfants. Ouais. Tu veux développer? C'est un sujet qu'on n'a pas encore trop abordé Non, sur le mais c'est un podcast. sujet qui est C'est intéressant parce intéressant. Ouais. que en fait, quand on est créatif, quand on est freelance notamment, je pense qu'on est tellement dans la recherche de travail pour pouvoir évidemment croûter. Vivre, payer ses factures. Ouais. Il faut être super disponible. Et puis parfois, bah voilà, ça déborde sur des week-ends, ça déborde sur des vacances. On se les octroie pas forcément, on se les autorise pas forcément ces Ouais, vacances. on emmène le travail en vacances. Je pense que c'est le Voilà, pire. voilà, effectivement. Alors moi, c'est moins mon cas parce que j'ai cette chance d'être salarié à côté, donc j'arrive à quand même sanctuariser ça. Mais je pense souvent à ceux qui sont justement freelance, c'est pas toujours évident. Mais C'est peut-être une question personnelle, mais est-ce que tes enfants te l'ont déjà fait sentir? non, non, Genre, pas du tout. Non, 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 ok. non, 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 c'est en parlant. Non, non, parce que pour le coup, j'ai toujours été assez euh, carré là-dessus. C'est-à-dire que je tiens à mes week-ends, je tiens à mes vacances avec eux. Mais après, voilà, parfois ça déborde forcément parce qu'on est un peu à la bourre. Mais j'en fais pas quelque chose de régulier, quoi. C'est quelque chose, voilà, j'y tiens vraiment à sanctuariser ça. Et en parlant avec des potes ou avec des copines, tout ça, parfois, bah ouais, quand on est freelance, on est obligé, l'angoisse finalement de pas avoir de boulot, de pas répondre, ça Ah ouais, ouais. t'oblige à plus avoir tellement de rythme aussi, sanctuarisé dans ta famille, et ça peut être un problème. Mais bon, Et je vais pas sans- faire de la psy de. Non, non, non. Bah, ça, c'est aussi un petit peu la touche sens créatif. Hein, on aime bien un peu ces sujets-là également. Ah Tu oui, parles ça fait de partie de la vie. exactement. Genre nous, on s'intéresse à tout ce qui est un peu à la vie du créatif au-delà du craft, tu vois. Donc du coup, c'est l'aspect un peu holistique du podcast. Mais tu me parlais de sanctuariser. Ça ressemble à quoi, toi, hormis, j'imagine bien, le fait de respecter les week-ends. Tous les deux, comme tu sais, avec Laurent, on a des enfants. Moi, le mien a 5 ans dans un mois, et j'en ai un autre d'1 an et demi. Et Laurent en a un de 9 et de Non, 1 an. regarde, derrière. Bah, 10, 10, 10, Ah 10, 10, si, tu vois. voilà, oui, oui, voilà. Bien Et énorme. c'est des vrais La problèmes. petite à 9 mois, ouais. Et on a des gens aussi dans le chat qui nous regardent aujourd'hui, je sais, qui ont des enfants. Donc, et qui, en effet, on veut croûter, on aime trop nos métiers, on a envie de percer, on aime ce qu'on fait. Mais, avec la vie de famille, c'est pas simple. Et donc, tu as utilisé ce mot sanctuariser. Qu'est-ce que tu mets Bah, derrière? sanctuariser, c'est de se dire, bah, en couple comme en famille, c'est de se dire, bah voilà, on essaie de pas toucher à son ordi, pas toucher à ça fait des dessins pour être en qualité de présence, pleinement, entièrement pour les gens qui nous entourent. Ouais, donc Et t'as pas conscience, en fait, forcément la de dresser quantité, un c'est la cadre qualité. Hein. très précis. Pardon, Laurent. T'as conscience de dresser un cadre très précis, en fait, pour Ouais. justement sanctuariser. Et c'est pas forcément la quantité. Tu vois, c'est-à-dire que c'est de se dire un samedi après-midi, si j'ai du boulot le samedi matin ou le dimanche matin, le samedi après-midi, je range tout et je suis entièrement avec eux. Tu vois, c'est pas d'avoir forcément de se dire samedi, dimanche, mais en même temps d'aller toujours sur mon téléphone à regarder ce qui Ouais. se passe. Non, Bien sûr. mais c'est un vrai enjeu, hein, la qualité de présence. Alors ça, on peut faire le lien même avec la vie d'entreprise, mais on est tellement sollicité sur écran et sur nos multi-écrans que la qualité de
présence, parfois, a tendance un tout petit peu à être dégradée quand même. J'ai vu sur ton Insta que tu n'avais plus rien publié depuis 1 an. Pourtant, tu as publié, tu as fait la petite Non, alors promo. t'as dû te tromper parce que l'Insta, il est assez alimenté, pour le coup. Ah, attends, mais Ouais. lequel t'en as qu'un seul d'Insta? Oui, j'en ai qu'un seul, hein. T'as de tout de suite. Ah, Non, ou alors t'as dû voir des jumps. attends, Fred Benaglia. Non, Bon, c'est écoute, pas grave. il Ok. alimente, Non, il il est est journée alors alimenté. du coup. Alors, il n'est pas alimenté tous les jours, mais il a. Oui. Je Ok. fais je pose des choses, des dessins que je fais. Ah bah non, moi le dernier que. Ah non, autant pour moi, c'est parce qu'ils sont pinned. Les trois en haut, on s'en fout, hein, mais Ah, d'accord, ok, oui, ils sont pinned au 31 janvier 2022. Bref, c'est pas grave. C'est pour ça. On s'en fiche un petit peu. D'accord. Bon, mais du coup, avant de plonger là dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut retourner un tout petit peu back in time et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es devenu un peu cet auteur, illustrateur et directeur artistique prolifique? Alors, j'ai fait un parcours assez classique en école d'art, donc j'ai fait l'école Estienne. On va commencer l'histoire là parce que bon, c'est pas tellement. Il se passe rien avant. Jeune, de si, notable. je dessine, comme les Lego, Ouais. les bandes dessinées, le journal de Mickey. Tu vas pas à Estienne par hasard? Non, je dessine beaucoup. Je fais un bac déjà, et là je remercie mes parents parce qu'ils n'étaient pas du tout dans le milieu, mais ils me font confiance. Et là je fais un bac art appliqué. Alors à l'époque, c'est vrai que ça débutait, hein, les bacs F12 à l'époque. C'était quand même des choses un peu obscures. Ça s'appelle plus comme ça. Pour les parents. Maintenant je compatis avec mes parents, mais ils ont été quand même ultra compréhensifs. Ils ont eu le nez. Le nez, ou en tout cas, parfois je me dis c'est ça. En ne connaissant pas forcément des filières, on est un peu moins angoissé. Je le serais certainement plus avec mes enfants si oui. Mais je pense qu'ils étaient confiants et plutôt contents de savoir que j'avais trouvé quelque chose d'intéressant à faire de ma vie. Et donc ils m'ont ouvert cette porte-là. Et on avait un lycée qui proposait un bac art appliqué à Antibes. Je suis Antibois. Et donc j'ai passé des années de lycée plutôt sympas. On rappelle combien d'heures combien d'heures d'art appliqué il y a dans cette section? C'est une vingtaine, quoi, à peu près. Voilà, ouais, c'est une grosse partie de ta semaine qui est consacrée à l'atelier. Il y a toutes les matières après, je dirais classiques, sont présentes, mais c'est vrai qu'il y a une grosse part d'art appliqué. Donc on explore les grands champs d'art appliqué, un design, graphisme, stylisme et design d'objets, design. Donc en fait, à partir de là, on fait plein de projets, on choisit. Moi, j'ai choisi plutôt graphisme et milieu d'image. J'étais pris à Estienne. Et donc à l'époque, c'était pas des modes comme maintenant où on a licence et master, c'était du BTS. Et on avait 2 ans. Et j'ai été embauché. J'avais pas envie de continuer, moi. À l'époque, il y avait le DSA, donc le diplôme supérieur d'art appliqué, qui maintenant est l'équivalent d'un master finalement. Et j'avais pas tellement envie de continuer les études, donc j'ai été embauché à Nice dans une agence de pub, dans la. T'as commencé dans la com, d'accord. Qui avait un studio de design graphique super, et on a comme ça été une toute petite équipe et c'était hyper sympa. Et puis je suis remonté à Paris pour mon service militaire qui existait quand même encore à l'époque. Et là j'ai fait le service militaire, mais au CIRPA. Au sein des équipes en fait de journalistes et de graphisme au sein du CIRPA, qui était le service d'information de l'armée. Trop bien, t'as fait des dessins à l'armée, quoi. Voilà, alors des dessins, un moyen de remonter à Paris, tout frais payé. Qu'est-ce qu'elle aura? Pourquoi tu rigoles? Des dessins peut-être pas. Hein. T'as pas dû faire beaucoup de dessins. Mais enfin, c'est du graphisme, on faisait. Oui, du graphisme, oui, des mises en page ou des flyers. Des magazines, voilà. Bon. J'étais pas totalement obtus, en tout cas sur ce sujet-là. Donc voilà, ça m'a permis quand même d'être en contact avec plein de gens de ma génération, des graphistes, des illustrateurs qui, eux, peu comme moi, étaient un peu obligés de faire ça. Finalement, on a mêlé l'utile et l'agréable. On est monté à Paris et puis on s'est bien marré pendant 1 an. Et ensuite, j'étais embauché en agence à Paris. Donc voilà le parcours. Je suis resté 4 ans DA là-bas. Et puis ensuite, comme je travaillais comme illustrateur parallèlement, grâce à Michel Lagarde, que vous avez déjà reçu, qui est mon agent, qui est un ami, j'ai commencé à avoir des commandes. Je travaillais quand même régulièrement pour Bayard. Et quand
Ah, tu Bayard. bossais déjà. Ah non, non, pas en tant que DA, mais tu bossais en tant Non, ouais, qu'illustrateur comme pour Bayard. illustrateur. Et puis puis un jour, je rencontre une DA qui s'appelait Pascal Desmulliers à l'époque, qui était DA de Albin Michel à Jeunesse, qui travaillait avec Serge Bloch. Serge Bloch, ouais. Et donc on a commencé à lier amitié avec Serge. Et puis un jour, un poste s'est libéré de sa manière. En tout cas, il cherchait un DA à Bayard. Il m'a appelé, il m'a dit bah tiens, comme t'es DA et puis enfin graphiste et puis illustrateur, c'est des beaux profils en tout cas pour Bayard. On a toujours cherché un peu ça, ces profils où on mettait la main à la pâte tout en sachant quand même gérer des équipes de pages et puis concevoir des magazines. Donc il m'a fait rentrer avec Pascal et voilà, j'ai commencé comme ça en rentrant à Bayard, toujours à mi-temps. Et tout de suite, tu avais envie, parce que peut-être tu as eu cette tentation de ah non, moi je suis un auteur, illustrateur, je veux que faire mes dessins parce que. Ah non, moi j'ai jamais eu, en fait, parce que j'avais une formation de graphiste, j'ai jamais eu, et j'ai toujours bossé en entreprise, j'ai jamais eu ce désir-là, en fait, d'être totalement auteur. Ça Ah oui, m'arrive d'accord. plus sur le tard maintenant. Ça m'arrive Ah plus oui? maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours un peu difficile de partager son temps. Et parfois, c'est vrai qu'on se dit, ce serait super de pouvoir avoir vraiment du temps entièrement et se libérer de toutes les contraintes que j'ai à gérer dans l'entreprise. Mais en fait, c'est assez cyclique. Après, je reviens en me disant, mais quand même, travailler en équipe, c'est quand même super. Sur des C'est quand même projets. vachement une notion de cycle tout le temps. C'est vrai on se trouve, justement, c'est toujours l'idée des envies et des besoins. Le besoin, c'est ce qui te porte toute ta vie. Les envies, c'est ce qui vient et qui va et qui s'en va si tu le transformes pas en besoin. Et forcément, t'as des moments comme ça de cycle où tu te dis, bah oui, je peux être auteur pleinement à 100%. Et puis des fois, tu te dis, en fait, c'est vachement bien aussi le teamwork et de retrouver les Ouais, projets, puis j'ai quand même une vision qui est pas totalement idéalisée du métier d'auteur, parce que en étant DA et auteur, tu vois aussi ce que ça engage quand même d'être seul dans son atelier, de proposer des projets qui sont pas toujours euh, bankable, enfin je sais pas comment dire, mais ça peut être très beau et puis que la critique trouve ça super, mais bon ça se vend pas et puis t'en vis pas forcément. Donc voilà, c'est une mise en danger. Après, avec le temps, là où je prends de la confiance, c'est parce que je sais aussi je suis un peu plus en confiance dans mes capacités à travailler en dehors de mon travail de salarié. Mais c'est un sujet qui m'a jamais traversé au tout début, en tout cas, cette idée d'auteur, de devoir être auteur et de. Ce que je trouve intéressant, c'est que t'as pas cette vision romantique quelque part. C'est que 22 ans dans le métier, t'en as vu des vertes et des pas mûres, et justement, t'as pu un peu rouler ta bosse entre ce qui est bankable, ce qui est pas, les envies personnelles, le travail en entreprise, et ça te permet, j'imagine, d'avoir une vision réaliste et de continuer de manière quand même plutôt continue. Quand on se lance, j'ai l'impression qu'on a vraiment des étoiles plein les yeux et qu'on a ce côté un peu genre on a envie de tout péter, et aussi on se prend un peu genre très au sérieux, et que quand on rentre dans la réalité du terrain, l'industrie ou le milieu n'est parfois pas doux, parfois il y a une sorte de façade comme ça très un peu sexy pardon, c'est du dessin, c'est de l'illustration, c'est de la presse, mais la réalité elle est parfois un petit peu Elle est beaucoup plus plus rude, ou en tout cas elle est beaucoup plus intransigeante. Enfin, c'est-à-dire elle vous met directement dans des réalités qui cassent un peu cette vision-là, quoi. Et puis tu contrôles pas le marché. Après, ce qui est formidable quand même dans ce métier, c'est qu'il y a la surprise. Ça, c'est un truc qui est quand même assez fort. C'est que tant qu'on reste sensible à l'idée que cette vie peut être surprenante, c'est-à-dire qu'elle peut vous apporter des commandes un jour alors que vous doutiez pas 3 heures avant que vous l'auriez, ça nous met dans une espèce de dynamique de vie qui est quand même géniale, comparativement à, je sais pas, des gens qui ont une vie beaucoup plus routinière, beaucoup plus régulière, pas forcément moins intéressante, mais plus routinière. Moi, je me dis, c'est ça qui me fait kiffer. C'est, tu vois, on disait, qu'est-ce qui te fait lever le matin, c'est que, en gros, il peut y avoir n'importe quelle surprise qui peut me tomber sur la tronche aujourd'hui. Une commande, quelqu'un qui t'appelle, qui te dit que c'est super,
ah bah tiens, on ferait bien un projet ensemble. Ça, c'est quand même assez génial. C'est assez peu de métiers qui peuvent l'offrir quand même, ça. C'est vrai. Le téléphone peut sonner à tout moment et t'offrir un sujet, une approche que t'as jamais faite. Et puis j'imagine qu'en tant que DA, c'est aussi pareil. C'est que il faut tout le temps se renouveler. Les sujets sont différents. Alors je sais pas comment ça se passe chez Bayard. Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts à la nouveauté et au fait de faire des choses différentes? Mais en tout cas, faut tout le temps se renouveler parce qu'il faut sortir les magazines. Oui, bah il y a des magazines réguliers qui, eux, dans leur écosystème, sont toujours dans la recherche de création, ne serait-ce que d'aller rechercher de nouveaux illustrateurs et illustratrices, des nouveaux auteurs pour écrire, je parle pour les titres fiction, mais des nouveaux écrivains, des nouvelles autrices, etc. Donc en fait, il y a toujours cette part de surprise d'aller rechercher, peut-être chercheuse comme ça, qui Ouais. est très sympa. Puis après, il y a cette idée, en tout cas, là, il se trouve que à Bayard, avec cette cellule et ce studio de création, on est tout le temps en recherche aussi de nouveaux projets de magazines. Enfin, on cherche, là, notamment avec les équipes de ceux avec qui on travaille sur la cellule. On travaille, voilà, sur des nouveaux projets. On lance des idées en brainstorming, puis on se dit tiens, quel type de magazine pourrait sortir la tête de l'eau de tout ça. On pousse en petit comité, en petit groupe, et puis peu à peu on se dit tiens, sur les 7 ateliers par exemple qu'on a lancés, on va en sortir 3 l'année prochaine, quoi. Alors ça, nous, c'est beaucoup de la vente au numéro, donc on est soumis quand même à une forme d'exigence du public. Enfin, on est toujours confronté quand même à un aspect marketing quand même, parce qu'il y a quand même un public, donc on va pas faire n'importe quoi, mais on part quand même d'une demande, d'un truc intuitif qu'on a nous en tant que créateur et concepteur, quoi. On dit tiens, ça manque quelque chose, il manque quand même une offre là en presse, on tente ça. Ça c'est assez génial. Pour Bayard Jeunesse, c'est super. Et pour répondre à votre question aussi, Bayard, en tout cas c'est parce que c'est ma maison, mais en même temps je le dis de façon très Autant être bien dans sa maison, c'est sûr. on est très non, mais il y a vraiment une envie de création forte, quoi. Et tu parlais de faire vivre l'existant tout en recherchant des choses nouvelles. Ouais, faire place à la surprise ou générer la surprise. Et je me demandais, ça pourrait être le titre de l'épisode, ça. Laisser place à la surprise. Et toi aussi, en tant que tête chercheuse, tu te dis que tu es tout le temps à la recherche. Comment ça se passe, ce côté directeur artistique, dénicher des nouveaux talents? Comment ça se passe pour toi? Ça s'est beaucoup déplacé, en fait. Enfin, les canaux de rencontres se sont un peu déplacés très longtemps. Moi, j'ai connu quand même la période où les gens se déplaçaient avec leur boucle papier, et puis il n'y avait pas tellement... Ah oui, Laurent le vieux. Je l'ai fait. Voilà. Et c'était une période qui a été assez courte finalement dans ma vie professionnelle, parce que très vite Internet est arrivé, puis les échanges se sont développés plutôt dans ce canal-là, mais on avait quand même des rituels. Je me souviens du salon de Montreuil où il y avait alors ça existe encore, hein, parce que le physique, on y revient quand même beaucoup, mais c'est toujours important. Mais il y avait quand même de façon très rituelle des rencontres avec les illustrateurs qui faisaient la queue et tout. C'est vrai, les gens faisaient la queue pour venir te parler, pour montrer leur boulot. Moi personnellement, enfin tous les DA qui étaient sollicités, donc il y avait tous les éditeurs. Ah, t'imagines, c'est une fois par an, alors. Ouais. Et donc il y avait aussi des gens qui venaient de la France entière, et c'était l'occasion de rencontrer des gens en physique, donc c'était plutôt chouette. Bon, mais c'était quand même un exercice un tout petit peu frustrant, et puis pas tellement, qui pouvait être des fois un peu gênant quand même, et puis pas tellement confortable pour les gens qui se déplaçaient, qui se retrouvaient avec des fois des moments très fugaces où on disait 3 mots et puis ils repartaient avec ça. Enfin, c'était un peu Ah oui, ça devait être dur, quoi. Ah, tu bosses ta frustration, là. Ah, oui, c'était quand même très dur. Et puis pour les DA aussi, d'ailleurs. En fait, ça favorise le moment humain, mais parce qu'ils étaient tellement rares, c'était un petit peu à la chaîne, quoi. Donc c'était pas très humain au final. C'était humain, mais ça l'était pas. Voilà. C'est parce que c'est le canal. Je parle de mon expérience. En fait, je pense que ça, c'est le canal, en fait, quand tu sais pas. Parce qu'en réalité, Montreuil, c'est aussi un très bon moment pour prendre des rendez-vous et pas forcément se voir sur le salon, mais peut-être se voir à côté. Tu vois, il y a une semaine autour de ça. Et beaucoup plus avec la presse qu'avec l'édition. L'édition, en général, ils sont bien occupés, mais c'est vrai que pour rencontrer des DA, il y a moyen aussi d'utiliser ce moment-là à côté.
Et donc, du coup, forcément, ça a un peu changé les rapports. Alors, donc au début, effectivement, c'était très physique. Il y avait les gens se déplacer, montrer des choses. Il y avait ce moment de discussion, ce temps qui était destiné à ça. Donc, nous, on l'avait un tout petit peu canalisé à Bayard parce qu'il y avait des rencontres une fois par semaine et tout. Bon. Et puis, merci d'avoir écouté Sens Créatif. Dans la suite de cette interview, Fred Benaglia nous a expliqué pourquoi le réseau Internet a changé le travail des directeurs artistiques et pourquoi il est important de créer du contact de façon régulière. On évoque la question du goût versus les besoins du public, notamment chez Bayard Jeunesse. On parle également de l'énergie spontanée du trait de Fred en tant qu'illustrateur, son autre activité, et la place qu'il laisse à l'effet de surprise. On fait la part des choses entre porosité et étanchéité et l'importance de fixer un cadre quand on a une vie de famille, même si parfois la créativité est débordante. On discute de ses albums, de ses personnages phares et des différentes collaborations et duos qui ont fait son succès chez les éditeurs francophones et anglo-saxons. Et on termine avec un feedback de Fred sur les différentes formes de commandes en illustration et comme d'habitude avec les excellentes questions-réponses de nos auditeurs et auditrices. Sans oublier un mini-débat passionnant sur Petit Ours Brun ou POB pour les intimes qui fêtera prochainement ses 50 ans. Pour écouter la suite de cette interview ou accéder au replay en vidéo, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee à partir de 5 € par mois. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, à des tas d'autres bonus et aux épisodes mensuels exclusifs des Keepers of the Keys, comme celui d'aujourd'hui, pour vous permettre de poser vos questions en direct à des acteurs clés du milieu de l'illustration. Pour ce faire, rendez-vous sur www.patreon.com/sens-podcast ou Tipeee avec 3e.com/sens-creative-podcast. Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.